ça bouge, les voitures arrivent. Et là, animation. On met les objets en mouvement. Et non seulement ça bouge, mais on va remettre de l'information factuelle, de géographie, ah ben c'est telle rue. Donc on va localiser. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas dans quel sens on est, il y a des problèmes de rotation mentale. Hein. C'était peu abordé, mais on a des gros problèmes de rotation mentale, vous tournez 3 fois autour d'un paysage, vous ne savez plus où est le nord. Hein. Là, on remet des informations géographiques. Alors, on ne voit pas les petites feuilles qui bougent des arbres, mais on va vers le réalisme. Parce que regardez, on descend la vue, je ne dirais pas la vue piétonnière, pas encore la vue dans la rue, mais on est déjà beaucoup plus bas. Vous avez vu cette façon de... Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une lecture. Et regardez, on est au niveau du tram. Et là, on voit l'impact visuel. Il est en site propre, il est sur des voies spécialement aménagées. Il y a une politique ici de séparation des voies de circulation. Il y a tout un traitement paysager de l'espace. On peut faire une lecture de la ville aujourd'hui, de l'aménagement de la ville, l'aménagement urbain. Je pense que ces petits documents qui aujourd'hui sont disponibles très facilement permettent de renouveler la façon de lire le paysage. Mais regardez, ça va être plus intéressant, alors je vais aller un peu plus vite parce que on va descendre carrément au niveau du piéton. Qu'est-ce que le piéton voit? Là, on change encore d'échelle. On a parlé de changement d'échelle tout à l'heure, c'est fondamental. On change complètement. Et on a des petits personnages avec la façon où il y a des bancs, il y a du mobilier urbain, des lampadaires, etc. Alors, c'est peut-être un niveau de détail qui paraît complètement superflu, mais à un moment donné, ça donne de la vision sous différents angles, avec une animation, mais je pense qu'on pourrait se faire un retour sur image, avec des arrêts ponctuels, en faisant commenter les élèves, en disant, finalement, qu'est-ce qu'on a voulu donner comme message? Quelle partie de la ville on a mis en valeur? Donc l'image 3D, elle vient avec tout un tas de questions sur la lecture de l'image paysagère et de l'image de la carte et du paysage. Voilà, c'était juste une petite démonstration, je reviens intéressant. Voilà. Alors, exemple 3, il a été question ce matin de réalité augmentée. Ah, alors ça intéresse beaucoup de gens et on n'a pas tous la même définition. Alors j'ai repris, les chercheurs se sont intéressés il y a longtemps déjà, dans les années 90, un groupe de chercheurs s'est intéressé à la réalité augmentée et a montré que ce n'était pas très simple. Il y a d'un côté ce qu'on appellerait le réel et l'autre côté le virtuel. Entre les deux, il y a toute une gradation qui fait qu'on ne sait pas trop si on est dans l'un ou dans l'autre. Vous savez, c'est Eckhart Morin qui dit que nous sommes finalement des êtres profondément virtuels. Dans tout ce qu'on fait, on projette ce qu'on va faire, on a une vision mentale d'espace qu'on a déjà parcouru. On est nous-mêmes des êtres virtuels. Et la réalité augmentée ne vient que instrumenter des choses qui sont finalement très inscrites dans ce qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte. Alors, évidemment, vous n'êtes pas tous les jours sur Second Life en train de faire la virtualité augmentée d'Apporter Alias. Vous n'êtes pas tous les jours avec vos lunettes translucides pendant que vous voyez un paysage, à importer sur vos lunettes en même temps que vous regardez le paysage, ça vous donne le nom du pic que vous êtes en train de regarder. Il y a toutes sortes d'applications touristiques autour de ça. Mais vous êtes dans des choses hybrides un petit peu, où on va vous mettre de plus en plus d'objets virtuels dans un décor qui lui est réel. Alors, il faut conclure. Je m'intéresse de près aux jeux localisés. Il en existe de plus en plus. Alors vous avez des jeunes qui chassent des monstres dans la ville, ils ont des lunettes translucides, tout ça, alors ça paraît complètement fou. Mais tout simplement, le MIT avec qui on travaille est en train de développer un prototype de jeu dans lequel on est immergé. C'est les nouvelles interfaces directes, on est dans le réel, mais on importe des objets virtuels. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce que ces jeux jouent sur la localisation. Ils sont de plus en plus sur des portables. Alors le projet est international, il est porté par des Canadiens, et nous, on est en train d'expérimenter un prototype qui va être développé par Ubisoft, donc plutôt de société de jeux vidéo, pour voir quel est l'impact d'un jeu immersif dans un monde réel, avec de la communication entre les joueurs, collaboration, mais aussi avec de l'interaction avec l'espace. Et on a une nouvelle génération de jeux à base de jeux localisation qui est en train d'apparaître. Alors on me dit qu'il faut aller vite. Bon, vous irez voir le site si ça vous intéresse, du projet Jeux du 3D. Conclusion, je crois que fondamentalement, on a changé de paradigme. On faisait apprendre à l'école à la construction d'une carte. Est-ce qu'il faut le faire encore? J'ai l'impression qu'on est plus en train de visualiser de l'information, une cartographie plutôt de visualisation. Je regarde sous différents angles. Alors c'est voir pour comprendre. Quand on voit, on comprend, mais c'est vrai, ce qu'on voit qu'on comprend. Il y a des choses très visibles qu'on ne comprend pas. Et inversement. Donc c'est pas si simple. C'est la fameuse équation le visible égale le vrai égale le réel que Régis Debray avait mis en valeur il y a déjà quelques années. Et je pose la question, je vois, donc c'est vrai, donc c'est réel. Attention, c'est la primauté de l'image qui compte. Moi je crois qu'il y a au moins 3 points, c'est pas exhaustif la liste, mais je crois qu'on peut cerner 3 pistes de réflexion pour l'éducation. L'immersion.
Ça, c'est nouveau. On est dans le paysage, dans la carte. Et on se voit en train d'évoluer. En même temps qu'on a une vision externe. Votre GPS vous dit, vous êtes ici. Ah bon, ici, mais alors vous regardez autour de vous. Voilà, donc on est dans l'espace et en même temps on est en dehors. Très intéressant. La géovisualisation, c'est ce qu'on appelle, de point de vue technique, parce que c'est visualiser de l'information géographique sous différents angles. On a vu tout à l'heure la vue pétonnière, on a vu la vue d'au-dessus, etc. Et c'est toujours un bout de la réalité, mais c'est jamais la réalité. On n'appréhende pas le réel. On en fait le tour plus ou moins. Et la 3D, elle en fait un peu plus le tour. Mais en fait, elle ne restitue pas le réel, on est bien d'accord. Troisième piste, la simulation, la modélisation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été montrées ce matin avec des simulateurs. Très bien. Moi, je pose la question, la modélisation est-elle dans le modèle informatique, le modèle 3D qui est embarqué? Donc, on a vu ce matin des modèles physiques, des modèles graphiques. Quels sont-ils? Est-ce que c'est la modélisation de connaissances? Quand on parle en science de modélisation, on entend modèle scientifique. Et souvent, on confond le modèle 3D, qui a une vision du réel, avec la vision du réel telle que la science le voit. Tout à l'heure, on a vu un arbre de la connaissance en 3 dimensions. Est-ce que c'est une modélisation, un modèle scientifique? Non. C'est un modèle graphique? Oui. C'est un modèle informatique? Peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière le modèle? Les limites. Oui. Alors, dernière chose, puisqu'on voilà. presse. La carte, c'était le grand adage d'un célèbre penseur du début du siècle, Korzybski, qui disait « La carte n'est pas le territoire ». Eh bien, si. La carte aujourd'hui est le territoire. C'est parce qu'il y a une fusion qui fait qu'on ne sait plus très bien si on est dans la carte ou dans le réel, qu'on peut projeter un espace de pensée et qu'on peut faire des hypothèses sur cet espace géographique. Voilà. Sylvain Genevoix, merci. On a bien compris que... On va vous parler de jeux. On va en parler avec notre...